Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous, à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver sur ces rendez-vous de France Association Santé. Un grand moment, vous êtes extrêmement nombreux et on vous en remercie, c'est normal. La qualité des experts et de France Association Santé le prouve bien, donc c'est normal. Alors, Claude, quelques petits mots. Oui, un petit mot de bienvenue à tous. Merci à tous les connectés, tous les experts qui sont sur la plateforme. Aujourd'hui, vous êtes plus de 600 inscrits. Je ne sais pas si tout le monde se connectera, nous verrons bien. Je vais vous présenter d'abord les intervenants, mais sachez que en passant votre flèche sur les images, sur les vignettes, vous retrouverez le nom de tout le monde que j'essaierai de redonner dans le décours de vos questions. Et ensuite, Frédéric vous donnera quelques informations techniques, mais on va les donner après parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc, je vous présente chacun, lorsque vous êtes présenté, merci de lever la main pour qu'on vous reconnaisse. Christelle Ratignier-Carbonel, vous êtes directrice générale par intérim de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui est fortement impliquée dans cette question de la vaccination dont il va être question cet après-midi. Donc, bonjour Christelle et bienvenue et merci de nous donner ces minutes précieuses parce que je sais que vous êtes tous très chargés en ce moment. William Dab, professeur de santé publique qui a mis en place la chaire d'hygiène et sécurité au CNAM. Alors le CNAM, là, il ne s'agit pas de la CNAM, il s'agit du Conservatoire national des arts et métiers, évidemment. Et vous êtes ancien, on vous connaît depuis longtemps pour nous dans le milieu associatif, depuis que vous avez été directeur général de la santé au ministère de la Santé. Jean-Pierre Thierry, que vous connaissez pour ceux qui sont fidèles à ces rendez-vous. Jean-Pierre est conseiller médical de France Asso Santé, de formation médecin santé publique, et il est aussi notre représentant à la Haute Autorité de Santé dans ce que l'on appelle la commission de la transparence. Et puis, Elisabeth Bouvet a quelques difficultés de connexion, donc elle devrait arriver, mais je crois, Frédéric, que si elle n'arrive pas, propose-lui d'écouter, de nous suivre par téléphone, peut-être, et elle pourra au moins répondre aux questions qui la concernent. Donc, Elisabeth Bouvet est membre du collège de la Haute Autorité de Santé et préside une commission très importante à la Haute Autorité qui s'appelle la Commission technique de vaccination et de formation. Elle vient du monde des professeurs en infectiologie. Voilà ce qui fait un panel d'experts très complémentaire aujourd'hui. Et je vous présente le dernier homme sur la table, qui est Frédéric Zenouda, que vous connaissez de webinaire en webinaire, n'est-ce pas, qui est notre chef d'orchestre, vous le savez. C'est grâce à lui que tout se déroule pour le mieux. Et il est chargé d'une mission très importante, c'est qu'il surveille le chat et il nous passera vos questions parce que nous-mêmes, nous restons concentrés sur les réponses que nous avons à vous apporter. Plutôt en connexion filaire que Wi-Fi. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes extrêmement nombreux. Hein. Vous voyez, on est presque plus de 400. Et donc, pardonnez-nous si il y a des questions qui passent à l'as, mais nous ferons en sorte d'y répondre, peut-être sur le webinaire, mais en tout cas après aussi. Et si ça plante d'une façon ou d'une autre, essayez de relancer par le biais du lien qui vous a été envoyé il y a quelques instants. Voilà. Alors, en attendant que les premières questions arrivent, à chacun d'entre vous, je vais vous demander un message bref pour, voilà, en 2 minutes. Quel est le message principal que vous auriez à dire là en introduction? Parce qu'on refera le même exercice en conclusion. Christelle Ratignier-Carbonel, peut-être vous pouvez commencer? Si vous aviez quelque chose à dire, une seule phrase sur la vaccination, vous nous diriez quoi? Je dirais la transparence. La transparence, évidemment, de l'ensemble des informations, des données, également de l'ensemble des données de surveillance. Et si je peux dire un deuxième mot, donc c'est un tout petit peu plus d'une phrase, en effet, transparence et agilité, c'est-à-dire de s'adapter en temps réel à l'évolution, en effet, des informations qui arrivent, l'évolution de la situation pour toujours être au plus près des professionnels de santé et des patients et pour, en effet, ensemble, créer cette confiance qui est indispensable dans la situation actuelle.
C'est vraiment sans doute un sujet de fond qui va revenir à travers tous les questionnements pour qu'on puisse creuser un peu qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de transparence. Merci beaucoup Christelle. William Dab, donc à vous, mon cher William. Si vous aviez un message à faire passer là tout de suite en introduction, qu'est-ce que vous nous diriez? En introduction, je dirais qu'il faut agir vite et réfléchir aussi longtemps que nécessaire. Il faut agir vite parce que cette perspective vaccinale dont l'arrivée est inattendue, je fais partie des gens qui n'envisageaient pas de solution vaccinale avant l'année 2021. Là, il y a une avancée qui est majeure. Elle comporte évidemment beaucoup d'incertitudes, nous allons en reparler. Et par rapport à ces incertitudes, il faut prendre le temps de la réflexion. Donc, agir vite et prendre le temps de la réflexion me semble être ce qui caractérise la situation actuelle. Et je partage par ailleurs complètement ce qu'a dit Christelle, donc je le redis pas sur le fait que il y a évidemment des questions de transparence et de confiance. Et je termine là-dessus, hein, mais vraiment féliciter France Association Santé. Je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne peut pas combattre une épidémie sans impliquer fortement la population, ses représentants élus, bien sûr, mais ses représentants associatifs également. Et donc, ce que vous faites, c'est véritablement une œuvre d'utilité publique. Très content d'y participer. Merci William. Nous connaissons le soutien que vous apportez au mouvement associatif et nous vous en remercions. Donc, on a la transparence, l'agilité, la réflexion. Jean-Pierre Thierry. Moi, c'est difficile de passer en dernier là, mais donc je reviens sur le caractère inattendu. Moi, ce qui m'a, en fin de compte, je me suis aperçu après avoir lu les premiers résultats qu'on était en face d'une maladie qu'on pouvait prévenir avec des vaccins et que c'était pas évident au départ. Donc ça veut dire qu'un taux d'efficacité, même avec toutes les précautions dont on parlera, de 90-95% est une excellente nouvelle. Ça veut dire que dans le temps, on risque d'avoir une immunité collective Non, attendez. Excusez-moi, pardonnez-moi. Madame Bouvet, en fait, vous êtes trompé d'icône. Vous avez partagé votre écran, ce qui est très agréable. Maintenant, on connaît tous vos emails. Mais il faut juste cliquer sur le bouton à côté, qui est l'écran, le petit rond avec deux petites pointes sur le côté, à côté du micro. Un petit rond qui ressemble à un réveil. Ça ressemble à une caméra. Voilà, arrêtez votre partage d'écran, s'il vous plaît. Un réveil avec deux pieds. Chacun y voit ce qu'il veut. Hein. C'est un bon test, d'ailleurs. Bon. Madame, attendez, je vais essayer d'appeler Madame Bouvet. Désolé, continuez, Jean-Pierre, excusez-moi. Voilà. Alors, Jean-Pierre, termine, s'il te plaît. On a des perspectives d'avoir des vaccins qui vont fonctionner. Et pour dire, c'est entre-temps, en attendant qu'on en bénéficie, le problème qu'on va avoir sur le court moyen terme, c'est de maintenir les gestes barrières et l'ensemble du dispositif qui permettent de garder cette pandémie sous contrôle. Bon, alors, est-ce que tu peux déjà, alors, sur les questions, évidemment, il y aura toujours un premier qui répondra en fonction de la question. Avec Fred, on va les redistribuer, mais chacun pourra rebondir, bien entendu, sur les réponses des autres. Frédéric, est-ce que tu as déjà une question ou bien est-ce que j'avance les questions? On ne t'entend pas. Micro. Il y a la présentation de notre président, peut-être? Elle arrive, Elisabeth. Je ne la vois pas, mais si elle nous entend. Elle arrive, mais peut-être la présentation de notre président? Oui, alors Elisabeth Bouvet, je l'ai dit tout à l'heure, mais je la représente pour l'accueillir. Elisabeth Bouvet est membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Elle est présidente de la commission technique de vaccination et elle est aussi professeure en infectiologie. Je pense que professeur une fois, professeur toujours, c'est ça? Donc on peut aussi, on fera appel à ses compétences d'infectiologue. Elisabeth, vous nous entendez? Alors,
Claude, Non. peut-être on lance, Alors, oui, vas-y. la présentation de Alors, notre- voilà. En attendant que vos questions arrivent et que Là, vous m'entendez? Frédéric nous les sélectionne, oui, on vous entend. D'accord. Voilà. On a un petit mot du président de France Asso Santé, Gérard Raymond, qui va aussi accueillir tout le monde. Donc, bienvenue à Gérard sur cette plateforme. Voilà. Sommes-nous arrivés au bout du tunnel? Dès l'apparition du Covid-19, la lueur d'espoir a été le vaccin. Il faudrait d'ailleurs dire les vaccins. Durant ces derniers mois, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'espérance les différentes informations concernant la recherche médicale. Nous y voilà. Déjà, en Grande-Bretagne, la vaccination a commencé. Et pour nous, ce sera dès le début de l'année 2021. Cependant, cet espoir est contrebalancé par toute une série de questions que légitimement nous nous posons. Les vaccins eux-mêmes, sur la stratégie vaccinale, sur la transparence et le suivi, sur les effets secondaires. Toutes ces questions-là font débat. Et bien d'autres. Et nous ne manquerons pas, elles ne manqueront pas d'être développées au cours de ce webinaire. Néanmoins, la mission de France Asso Santé, si elle est de donner la parole à tous ses membres et de les écouter, elle est aussi de garder raison et donc d'appuyer son plaidoyer et ses positions sur des analyses robustes, quelles que soient les analyses, qu'elles soient scientifiques ou scientifiques. La montée en charge de la stratégie de vaccination, aujourd'hui prévue en 4 parts tout au long de l'année 2021, ne nous permettra pas de retrouver ce que nous appelons une vie normale. Nous devons, pour tous, et surtout pour les plus fragiles, garder les mesures de sécurité, de distanciation et du port du masque. La vaccination, un nouveau défi, porteur d'espoir, oui, mais à condition qu'ensemble, nous sachions le relever, ce défi. Je voudrais saluer aussi Madame la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Je crois, Madame, que c'est la première fois depuis que vous avez été nommée à ce poste-là que vous intervenez à l'extérieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais aussi remercier Madame Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé, qui ne chôme pas pour le moment, mais aussi William Dab, médecin de santé publique, ancien, comme on dit, DGS, et puis, comme d'habitude, nos amis Jean-Pierre et Claude qui animeront ce débat, qui n'en doutons pas est très attendu par bon nombre d'entre nous. Merci. Parfait. Nous revoilà. Merci Gérard. Alors Frédéric, soit tu as une première question que Ah, tu as déjà repérée, qui revient souvent, soit j'en envoie une tout de suite. Voilà, alors attends, auparavant, je voudrais réaccueillir Elisabeth Bouvet. Bonjour Elisabeth, et merci d'être parmi nous. Bien entendu, je vous ai déjà présenté, et Gérard aussi, nous savons que vous êtes membre du collège de la Haute Autorité de Santé, et surtout que vous présidez cette commission technique de la vaccination qui est très précieuse et très en vue en ce moment, et par ailleurs, professeur en infectiologie. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez, Elisabeth, une phrase, un message à dire tout de suite avant de commencer le débat avec les connectés? Bah écoutez, on est à l'aube de cette vaccination, comme vous l'avez dit, je crois, et c'est vrai qu'on est tous assez plein d'espoir sur ce que ça va nous apporter, ce que ça va permettre d'améliorer dans la vie quotidienne déjà dans un premier temps, mais on espère vraiment que ce sera un début de solution à cette épidémie, et on travaille très activement
pour faire en sorte que ceci se passe dans les meilleures conditions et avec disons les conditions de sécurité essentielles pour que la plupart des personnes qui sont concernées d'abord soient assurées qu'elles vont être prises en compte rapidement, et on travaille vraiment pour là faire en sorte que c'est vraiment ça le point essentiel pour nous, c'est faire en sorte que début janvier, on puisse effectivement commencer à délivrer des vaccins en France aux personnes les plus vulnérables, comme vous le savez, qui vont débuter cette campagne de vaccination. Merci beaucoup, Elisabeth. Frédéric? Oui. Alors, les deux grandes questions, évidemment, vous avez évoqué tout un chacun la transparence, la fiabilité, etc. Mais deux questions reviennent principalement, c'est vaccination et traitement immunosuppresseur, vaccination et cancer. Voilà, c'est vraiment dans le vif du sujet. Peut-être que c'est des sujets qu'on va traiter peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est les deux grandes questions qui viennent au-delà de la fiabilité, de la transparence. Bon, alors effectivement, il s'agit aussi de personnes fragiles. Moi, peut-être que pour lancer on va demander l'opinion de tous les quatre en attendant que toutes les questions arrivent. Il y a toujours un moment au début de mise en route de ça et de maturité des questionnements. Nous avons une question dans le réseau qui revient régulièrement en ce moment. Nous savons que dans cette phase 1 qui a été évoquée par Gérard Raymond tout à l'heure, il y aura une phase 1 et ce sont bien sûr les personnes âgées en EHPAD, on va dire les grands fragiles qui vont être d'abord vaccinés par souci de protection. Mais nous, une question revient beaucoup, qui va rejoindre celle qu'a évoquée tout à l'heure Christelle sur la transparence, mais aussi sur la réflexion qu'il faut avoir là-dessus. C'est la représentativité de la population de ces personnes très âgées et polypathologiques dans les essais. Est-ce qu'on peut les identifier? Quelle place ils ont pris dans les essais? C'est une question chez nous qui vraiment tourne beaucoup. Est-ce que vous pouvez répondre tous les quatre peut-être d'abord dans les essais, peut-être d'abord Christelle, peut-être que vous, au nom de la NSM, vous avez de la visibilité là-dessus, Elisabeth aussi d'ailleurs. Oui, merci pour ces éléments. Juste avant évidemment de répondre à cette question, un point important, c'est que l'évaluation qui est en cours au niveau de l'agence européenne, qui est en fait réalisée par l'ensemble des agences sanitaires des États membres. L'agence européenne du médicament, c'est une agence qui coordonne et qui s'appuie sur l'expertise des agences sanitaires des 27 États membres et dont notamment évidemment la NSM, puisque nous sommes particulièrement impliqués dans l'évaluation de ces vaccins. Un point important, on le voit, le temps en effet, et c'est ce que disait William, le temps en effet a été contracté. Il a été contracté dans toutes les dimensions. Il a été contracté dans l'effort de recherche, évidemment, dans la connaissance du virus, dans la recherche en effet de vaccins et dans la mobilisation en effet de moyens financiers qui sont extrêmement importants et qui ont permis aussi de contracter en effet tous ces travaux, toutes ces recherches et qui permettent d'avoir en effet aujourd'hui, alors en évaluation au niveau de l'agence européenne, déjà disponible, vous l'avez vu au Royaume-Uni, il y a eu aussi l'autorisation au Bahreïn, l'autorisation également au Canada, notamment pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Si en effet le temps se contracte en termes de recherche, en termes de données, l'évaluation aussi, puisqu'il y a des mécanismes qui ont été adaptés au niveau de l'agence européenne pour contracter évidemment l'évaluation et analyser ce qu'on appelle en roaming review et donc en temps masqué toutes les données qui arrivent au fil de l'eau. Évidemment, les prérequis fondamentaux de qualité, d'efficacité et de sécurité sont garantis. Et ça, c'est un point qui est en effet important. C'est-à-dire que s'il y a, et je parle en effet au futur, puisque, comme vous le savez, l'avis de l'Agence européenne du médicament a été annoncé pour le 29 décembre. Ça a été communiqué par l'Agence européenne avec une autorisation de mise sur le marché qui est délivrée par la Commission européenne et qui s'applique dans l'ensemble des États membres. Et donc, au niveau national, qui est prévu au maximum 48 heures après. Donc, encore pour 2020, même si, a priori, nous serions le 31 décembre, il est important, en effet, de bien avoir en tête que il pourra y avoir une autorisation de mise sur le marché, très probablement conditionnelle,
que si ces prérequis, en effet, sont atteints. Et ça, c'est un point qui est majeur. Et il faut vraiment, en effet, être très, très précis sur ces éléments. Évidemment, jamais il n'y aurait une autorisation de mise sur le marché si, en tout cas fin décembre, s'il y avait encore des questions majeures, soit sur la qualité, soit sur l'efficacité, soit sur la sécurité, qui pourraient nécessiter en effet d'avoir un temps d'évaluation plus long. Je reprends ce que disait William, en effet, il est important aussi de se laisser le temps. Et là, en effet, les évaluations sont encore en cours, sont encore mobilisées, et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, l'Agence européenne annonce un avis qui serait d'ici la fin de l'année. Alors, en effet, dans les essais cliniques, il y a eu en effet des essais cliniques. Si je prends le vaccin, notamment Pfizer-BioNTech, et également le vaccin Moderna, parce que vous savez que ce sont les deux vaccins à ARN messager qui sont probablement en passe d'arriver le plus vite en termes, en tout cas, d'autorisation de mise sur le marché, avec le Pfizer qui était plutôt pour la fin de l'année et Moderna, l'Agence européenne a indiqué en effet un avis possiblement le 12 janvier, avec une AMM, voilà, possiblement mi-janvier. Ce sont en effet des sujets, donc le nombre de sujets dans les essais cliniques, c'est à peu près donc 36 000 pour le Pfizer-BioNTech et 30 000 pour le Moderna. Et en effet, dans ces sujets vaccinés, il y a une partie, en effet, des patients qui sont notamment des patients âgés. Donc une partie, à ce stade, on est aux alentours de mémoire de 14 ou 15% de patients âgés dans notamment dans les études pour Pfizer-BioNTech, qui permet en effet d'avoir un certain nombre de données sur ces populations qui sont plus fragiles. Un point aussi important, et ensuite je laisserai évidemment la parole à mes collègues. Bien évidemment, nous allons, je le disais, très probablement aller sur une AMM conditionnelle. Alors pourquoi en effet une AMM conditionnelle et il y a des critères en effet très précis pour les AMM conditionnels. Ce type d'AMM est mobilisé lorsque il y a la nécessité de répondre à un besoin médical qui est non satisfait avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. C'est-à-dire, on considère qu'on a déjà des éléments suffisamment importants de bénéfices et de risques. On a un besoin médical, en effet, qui est non satisfait. Il y a des bénéfices immédiats à la disponibilité rapide, en effet, du médicament qui l'emporte sur les risques et sur les incertitudes. Et c'est la raison pour laquelle on peut aller à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans une situation d'urgence sanitaire pour faire face à des menaces, évidemment, pour la santé publique. Donc, on est bien dans le cadre qui est décrit, évidemment, aujourd'hui. Une AMM conditionnelle, cela veut donc dire qu'il y a des engagements, il y a des études complémentaires, en effet, provenant de nouvelles études qui vont être demandées à l'industriel. Et tout cela sera, en effet, transparent, puisque lorsqu'il y aura, et s'il y a, et à nouveau, je parle évidemment, s'il y a une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, il y aura en effet des études et donc tout cela sera transparent avec un rapport public d'évaluation de l'IMA et également de l'ensemble des engagements, ce qu'on appelle les commitments, qui sont demandés à l'industriel. L'AMM conditionnelle, elle est pour 1 an et elle peut être renouvelée en fonction des éléments qui vont arriver donc de ces études complémentaires et elle peut être convertie à un moment donné en une AMM standard, pleine et entière, si l'ensemble des données ont été fournies et ont été évaluées de manière satisfaisante. Bien, merci beaucoup de ces précisions. Vraiment, là, vous avez fait un tour de la question assez complet. Donc, est-ce que, William, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus par rapport à la période des essais, par rapport au fait que ce sont les plus fragiles qui seront vaccinés les premiers? Je pense que chacun réalise bien que nous sommes dans une situation qui a une part d'incertitude. C'est vrai depuis 1 an, depuis que cette épidémie a commencé, on a appris beaucoup de choses depuis 1 an, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. La première chose que je voudrais dire ici, c'est quand même rendre hommage aux personnes qui ont participé aux essais qui permettent d'envisager ces mises sur le marché conditionnelles ou pas conditionnelles.
Si nous prenons les vaccins à ARN messager, si j'ai bien regardé, il y a environ 60 000 personnes qui, en toute incertitude, pour faire progresser la médecine, la prévention, et pour aider à vaincre cette épidémie, il y a 60 000 personnes qui se sont portées volontaires pour tester ces vaccins et ce nouveau modèle vaccinal par ARN messager qui n'a pas été utilisé encore. Parmi ces 60 000 personnes, on savait que 30 000 allaient recevoir un placebo et 30 000 allaient recevoir le vaccin testé. Il faut remercier ces personnes-là et leur altruisme. Nous ne vaincrons pas cette épidémie sans altruisme. Nous avons tous chacun un effort à faire. Chacun, nous avons une part de risque à prendre pour permettre à la science, à la médecine d'avancer. Donc, il va y avoir énormément de questions aujourd'hui auxquelles nous n'avons pas encore de réponse parce que nous avons encore des études qui sont ce qu'elles sont, qui sont relativement convaincantes, je pense, mais qui ne vont pas répondre à toutes les questions. Mais il faut pas, je voudrais commencer par ça, ne pas oublier ces 60 000 personnes à qui nous devons cet espoir et qui, en toute incertitude, encore une fois, ont pris le risque pour nous, pour faire avancer la médecine, pour faire avancer la science. Et grâce à ces gens, qu'il faut remercier, nous avons un outil supplémentaire pour vaincre cette épidémie. Il ne suffira pas, tout le monde est d'accord là-dessus, mais ça peut être une pièce très importante pour nous permettre de vaincre cette épidémie et d'éviter les conséquences économiques absolument monstrueuses qui vont nous impacter pendant des années et des années. Merci beaucoup, William. C'est très émouvant ce que vous venez de dire, de nous ramener à la réalité de ces personnes qui, effectivement, ont accepté pour l'humanité, on peut dire, parce que là, c'est l'échelle planétaire, de se prêter à ces essais sans savoir. Et effectivement, c'est l'éternelle question d'ailleurs des essais pour les autres. 60 000 personnes, c'est pas rien, effectivement. Donc, Elisabeth, pendant que vous n'étiez pas là, William nous a rappelé effectivement que 60 000 personnes avaient participé à ces essais et combien cette action altruiste nous était bénéficiaire pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter sur cette grande question aujourd'hui de l'entrée dans la phase 1 pour des personnes les plus fragiles? Ce que j'ai à rajouter, c'est que les données dont nous disposons à ce stade, même s'il y a encore des incertitudes, comme on l'a dit, portent quand même sur un nombre assez important de personnes et nous font entrevoir des choses qui sont très positives, à savoir que l'efficacité de cette vaccination par rapport aux formes cliniques et aux formes graves de la maladie est très élevée, puisque c'est plus de 90%, plutôt vers 95%. C'est-à-dire qu'en comparant, comme l'a dit William, les personnes qui ont reçu le vaccin et ceux qui ont reçu le placebo, bien évidemment, personne ne savait si les personnes ne savaient pas ce qu'elles recevaient. Mais quand on a levé l'aveugle, on s'est aperçu qu'effectivement, dans le groupe des personnes qui avaient reçu le vaccin, il y avait 95% de protection, puisqu'il y avait 5 ou 6 personnes qui ont fait la maladie dans le groupe vaccin et 160 et quelques qui l'ont fait dans le groupe placebo. On voit c'est très déséquilibré. Donc, ce sont des données d'efficacité très importantes qu'on n'attendait pas. On n'espérait pas une efficacité telle que celle-là avec ce type de vaccin et avec ce type de virus, je veux dire. Et puisque vous savez que l'efficacité de la vaccination contre la grippe est loin d'atteindre ces taux-là. Donc, on s'attendait plutôt à avoir une efficacité proche de celle de la grippe et on a une surprise. On a d'abord été on a douté de cette réalité. Mais c'est vrai que maintenant, je peux le dire, parce que les chiffres ont été largement diffusés, c'est vrai que ces données d'efficacité semblent être bien confirmées. Et l'autre chose importante par rapport à la population la plus vulnérable dont on a parlé, qui sont les personnes âgées qui sont en résidence, c'est que
les premières données qu'on a, certes, elles méritent d'être confirmées, ne semblent pas montrer qu'il y a une diminution d'efficacité chez les personnes les plus âgées, puisque comme vous l'avez dit, dans les essais en question, il y a des personnes qui sont atteintes, qui sont de plus de 65 ans et plus de 75 ans, je crois qui sont relativement importantes, un nombre relativement important, et avec, semble-t-il, pratiquement pas de diminution d'efficacité par rapport aux groupes plus jeunes. Et ça, c'est vraiment une donnée, à mon avis, extrêmement importante et qui conforte la possibilité donc de démarrer cette phase 1 dans ces populations les plus âgées. Micro. 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 Oui, alors je le coupe d'ailleurs pour éviter les bruitages intempestifs, mais merci beaucoup Elisabeth, c'est au moins des bonnes nouvelles qui arrivent dans ce paysage assez sombre, puisque Gérard nous rappelait tout à l'heure la nécessité de bien conserver nos gestes barrières, que l'immunité va venir, mais c'est pas au mois de janvier. Hein. Jean-Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Oui, justement. Oui, juste maintenant quand même, en introduction, parce que c'est complémentaire. Excuse-moi, Fred. Si on parle de la santé publique, on regarde les aspects sociétaux, économiques ou de santé publique. Mais moi, si je dois faire un rapport d'étonnement, parce qu'on apprend beaucoup de choses en fin de compte à l'occasion de cette crise, c'est de rappeler quand même que le recul sur le médicament vaccin est extraordinairement important dans le système de santé. Et si je dois faire le rapport d'étonnement, c'est sur la science qui accompagne la mise au point des nouvelles générations de vaccins. Autrement dit, sous le contrôle de Madame Bouvet, on sait assez bien ce qu'est l'immunité sur les vaccins. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est les 20 ans ou plus récemment le développement extraordinaire des nouvelles techniques d'ARN messager ou de vecteur viral, en fin de compte, qui pour moi représentent sans doute un progrès. Alors je vais dire après pourquoi on doit être prudent. Quand on sait que plutôt que de fabriquer des protéines ou d'inactiver des virus, on fait fabriquer en fin de compte la protéine qui va provoquer la réaction immunitaire à l'intérieur des cellules en injectant quand même 30 microgrammes, c'est-à-dire 30 millionièmes de grammes en intramusculaire. Bon, une fois que j'ai dit ça, on va y revenir. Ça ne veut pas dire que malgré toutes ces sciences, le passage chez l'homme ne représente pas un challenge en termes de vigilance qu'il faudra adresser, parce que une partie des effets secondaires apparaissent par exemple qu'une personne sur 100 000. Donc il y a des effets secondaires qu'on n'a pas vus, même si, comme William Dab l'a dit, le nombre de patients est quand même considérable. Je terminerai aussi que c'est allé très vite, parce qu'en général, dans les études sur les vaccins, quand on a des dixièmes de milliers de patients, on perd beaucoup plus de temps dans des tas de détails. Et là, on est allé très vite avec les moyens considérables et l'accélération qui ont été faites. Mais ça veut dire que les études en double aveugle ont été faites sur des populations quand même considérables, avec un bon niveau de preuve aujourd'hui, mais qui ne permettent pas d'être totalement rassurants sur certains effets secondaires. Et donc, la vigilance, on va y revenir, sera fondamentale. Oui, juste une précision. Plusieurs fois, on a parlé d'AMM. Je ne sais pas si tout le monde est initié là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Autorisation de mise sur le marché. Il faudrait, voilà. J'ai noté. Voilà. Bon, Fred, vas-y. Oui, vous imaginez bien qu'il y a énormément de questions. Peut-être Jean-Pierre Jean-Pierre peut-être. Comment différencier les vaccins? Y a-t-il des expérimentations? Est-ce qu'il y a des tableaux comparatifs, en gros, voilà, pour être simple? Non, je pense que c'est plutôt Mme Bouvet ou Christelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des éléments de comparaison des vaccins? Parce que va se poser on dit que se posera peut-être la question du choix, peut-être pas dans la phase 1, mais ultérieurement. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de comparer les vaccins en termes d'efficacité? On sait bien que le prix, c'est encore autre chose, mais ne parlons pas du prix parce que ça compliquerait. Juste l'efficacité. Alors, excusez-moi, je vous interromps une seconde. Je précise que Madame Ratignier garde le masque parce qu'elle n'est pas toute seule dans la salle. Donc, c'est pour ça qu'elle garde le masque. Donc, on la remercie pour cela. Oui, tout à fait. Non, je ne porte pas le masque, en effet, quand je suis seule dans mon bureau. Mais là, en effet, je suis dans une de nos salles de réunion à la NSM et avec notamment ma directrice de la communication et également un collaborateur de cette direction. Donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, je porte un masque. Donc, concernant, en effet, on a déjà, notamment, on va le dire, sur
aller sur les 4 premiers vaccins, donc notamment les 2 premiers ARN messagers que sont Pfizer et Moderna. Au fur et à mesure, en effet, et on en aura d'autant plus lorsqu'il y aura l'avis de l'Agence européenne et les autorisations de mise sur le marché, on a déjà un certain nombre de choses que l'on peut comparer. Si par exemple je prends Pfizer et Moderna, ce sont 2 vaccins ARN messagers. En termes de doses, c'est en effet 2 doses. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, nous sommes sur 2 doses avec 21 jours d'intervalle en intramusculaire. Si je regarde le Moderna, c'est 28 jours d'intervalle, également en intramusculaire. Donc ce sont 2 ARN messagers en effet codant pour la protéine S, la protéine spike. Pour le Pfizer, c'est une solution à reconstituer. Pour le Moderna, il est ce que l'on appelle prêt à l'emploi. Je disais, par exemple, sur les nombres de sujets dans les essais cliniques, 36 000 pour le Pfizer, 30 000 pour le Moderna. Sur les données, en effet, d'efficacité, pour le Pfizer, à ce stade, notamment dans le futur résumé des caractéristiques du produit qui se traduit en autisme, en effet, pour les patients, c'est une indication chez les sujets de plus de 16 ans. Pour Moderna, c'est chez les sujets de plus de 18 ans. En effet, c'est en fonction de la population qui a été, des populations qui ont été incluses dans les essais cliniques. En termes d'efficacité, Elisabeth Bouvet l'indiquait, efficacité vaccinale sur le Pfizer, on a 95%, 162 versus 8 cas confirmés donc dans le groupe en effet traité. Sur le Moderna, 94%, 185 versus 11. Les conditions de conservation, vous le savez, sur le Pfizer, on est à moins 60 à moins 80 degrés. Et ensuite, une fois décongelé, vous avez 5 jours entre 2 et 8 degrés. Et sur le Moderna, on est entre moins 2 et 25. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte pour le choix. Je suppose que le choix se fera avec le médecin tout de même. C'est déjà avec l'avis de la CTG et donc l'avis en effet de la commission présidée par Elisabeth. En effet, il y a évidemment il y aura un avis pour chacun des vaccins. Et donc c'est là toute évidemment l'articulation et la collaboration évidemment rapprochée qu'il y a entre nos 2 institutions, évidemment, puisque pour chacun des vaccins, avec évidemment leur autorisation de mise sur le marché probablement conditionnelle, il y aura un avis de la commission technique des vaccinations, mais je laisse évidemment Elisabeth compléter. Quand elle reviendra. Bon, ça c'est pour les questions des vaccins. Frédéric, peut-être qu'on peut passer à un autre registre maintenant sur les effets indésirables. Il y a beaucoup de questions. Alors, les craintes, c'est Valérie-Sophie. Pardonnez-moi, je lis en même temps les questions, bien sûr. Ma fille travaille en EHPAD et certaines personnes âgées lui disent qu'elles ne veulent pas servir de cobaye, ils ont peur. Voilà. Donc ça, c'est des questions prégnantes, c'est des questions de la réalité du quotidien des soignants et des personnes âgées. William. Et puis après Jean-Pierre. Monsieur Dab. Je réfléchis un tout petit peu. Chaque mot compte par rapport à la situation vaccinale. C'est pas une situation de tout ou rien. Donc, cette personne a peur. La décision va lui revenir. Personne ne va la forcer à se vacciner. La question qu'elle doit se poser, c'est de quoi a-t-elle le plus peur? Le plus peur d'un vaccin dont les données d'efficacité sont impressionnantes, mais sur lequel il y a évidemment beaucoup d'incertitudes parce qu'il est nouveau, parce qu'on manque de recul nécessairement, ou la peur de faire la maladie alors qu'elle est dans une tranche d'âge où la mortalité va être, le risque de mortalité va être entre 20 et 25%. Donc chacun doit se poser cette question-là, c'est une question classique de bénéfice-risque. On peut en discuter avec son médecin qui donnera de l'information, mais chacun doit réaliser que la situation n'est ni toute blanche ni toute noire. Il y a une balance de risque à faire. C'est comme cela que l'indication du vaccin doit être raisonnée. Nous avons une épidémie qui globalement tue entre 0,5 et 1% des malades.
c'est-à-dire 10 fois plus que la grippe. Donc, c'est un risque qui est individuellement pas très important. Collectivement, on en voit quand même les dégâts. Et nous avons déjà, alors si on nous dit, est-ce que ce vaccin pourrait donner un effet secondaire grave sur 200 000? Alors évidemment, nous n'avons pas les effectifs pour répondre à cette question, mais on va le savoir très vite, parce que des centaines de millions de gens vont être très vite, des centaines de milliers de gens, pardon, vont être très vite vaccinés. Donc que chacun fasse la balance de risque. Personne ne va être obligé de se vacciner. Je pense que les soignants ont une responsabilité particulière, peut-être les patients qu'ils soignent, que ce soit dans les établissements d'hébergement ou que ce soit dans les hôpitaux de soins aigus ou chroniques. Mais si cette personne a peur, et si cette peur est ce qui domine chez elle, qu'elle ne se fasse pas vacciner, mais qu'elle sache que si elle attrape la maladie, le risque de mortalité est majeur chez elle. Alors, la question subsidiaire qui vient, c'est est-ce que et là je cite une question bien sûr, est-ce que les personnes non vaccinées qui refusent la vaccination seront mis entre guillemets au banc de l'EHPAD? C'est une question, donc je la pose, pardonnez-moi, mais c'est les craintes de nos auditeurs. Ça veut dire quoi concrètement? Seront-ils, je vous dis… Mettre au banc de l'EHPAD, ça signifie quoi? On va les mettre à la porte? Voilà, on va les mettre à la rue? Exactement, voilà. Sera-t-il mis hors de l'EHPAD? C'est la question de Marie-Annick. Je ne l'invente pas. C'est un scandale si on fait ça. Oui, on ira tous manifester devant l'EHPAD. Le micro, Claude. Le micro, Claude. Juste, c'est une question qui revient depuis que l'on a dit est-ce qu'il sera obligatoire, pas obligatoire? Ça ne sera pas obligatoire. Et cette question, elle est posée là, mais elle revient beaucoup dans le milieu et même quand on écoute autour de nous, c'est de savoir si on n'accepte pas la vaccination. Et là, il s'agit en l'occurrence dans la première phase des personnes qui sont en EHPAD. Est-ce que malgré tout, on nous soignera? Effectivement, je comprends, William, votre réaction. C'est une question qui n'a pas de sens. Mais il se trouve qu'elle est posée. Il y a l'éthique médicale. Il y a la déontologie médicale qui est là. S'il y a des soins différentiels selon qu'on est vacciné ou pas, on est en train de rompre le serment d'Hippocrate. C'est le fondement de notre exercice médical. On ne peut pas jouer avec ça. C'est bien de le rappeler. Jean-Pierre, est-ce que tu as des choses à rajouter sur… je pense que William a très bien défini. Est-ce qu'on a peur? De quoi on a peur? Il faudrait le savoir. En fait, moi, je dirais, même si, d'abord, il y a un risque de perte d'années de vie, même en EHPAD. Ça, c'est clair. Par rapport à ce qu'a dit William Dab. Maintenant, s'il y a un endroit où on doit respecter la volonté des personnes, c'est bien en EHPAD, en réalité. Pourquoi? En fait, on va la respecter partout. Pourquoi en EHPAD? Parce que c'est des gens qui sont nés entre 1920 et 1940, en fait. Donc, qui ont vécu, qui n'ont d'ailleurs pas eu les rappels vaccinaux. Donc, ils ont absolument le droit de choisir. Il y en a qui auront peur, qui seront vaccinés, et il y en aura qui se feront pas vacciner, et j'en connais directement dans ma famille, et je respecte absolument ce désir de pas être vacciné. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, le vaccin ne sera pas obligatoire en EHPAD. Par contre, ma préoccupation personnelle en EHPAD, c'est la réticence du personnel, en fait. Alors, oui, c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'Elisabeth revient? Mais je suis là, enfin je ne sais pas si vous m'entendez. Alors Elisabeth, répondez-nous. Le problème, c'est ma vidéo qui s'interrompt de temps en temps. Alors, on vous entend. Pas en même temps. On vous entend et vous nous entendez. On peut aussi fonctionner comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Et notamment, est-ce que les soignants ont une responsabilité supplémentaire? Pour eux ou pour leurs patients? Je pense qu'ils ont une responsabilité de l'information sur cette vaccination et de faire la promotion de la vaccination auprès de leurs patients. Parce que je pense que le bénéfice pour les patients, il est évident, puisque là, on est dans une situation, comme l'a rappelé William, où le risque à la fois d'être exposé au virus est important parce que ce sont des personnes qui sont regroupées, que plus on est regroupé, plus on est près des soins et des soignants, plus le risque
d'infection ou de contact avec le virus est élevé. Et on sait qu'en cas d'infection, le risque est particulièrement élevé de faire des formes graves et d'en mourir. Donc, vraiment, dans cette population, le risque est très important et le bénéfice du vaccin, c'est là où il est, à mon avis, au départ, le plus important. Donc, les professionnels de santé qui s'occupent de ces personnes doivent évidemment jouer un rôle très important et une responsabilité, à mon avis, très importante en termes d'information et de promotion de la vaccination. Et aussi, bien sûr, tout en respectant le choix s'il y a un refus de vaccination. Mais on a beaucoup, on l'a fait récemment, et on va diffuser un document qui a été soumis à consultation publique et qui a pris en compte cette consultation publique et qui va être mis en ligne de la HAS, pardon, et qui réaffirme ce principe qui pour nous était très important, effectivement, du libre choix, du consentement. Il n'y aura pas de consentement écrit. Ce qu'on souhaite, c'est que les patients soient informés librement, mais de façon complète par les médecins, par les personnels qui s'en occupent, et qu'on respecte leur choix, et que l'information soit clairement, le fait que l'information a été donnée soit clairement indiqué dans le dossier du patient. Donc ça, c'est à notre avis très important, et ce sera écrit dans ce document qui va. C'est très important ce que vous venez de dire là, qu'il n'y aura pas de consentement écrit. Et avant de peut-être revenir vers Christelle pour savoir comment elle veut rebondir, Jean-Pierre, peut-être parler de, effectivement, c'est très important parce que quand un médecin vous prescrit un traitement qui peut être parfaitement inutile, on n'a pas de consentement écrit. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, je pensais pas consentement écrit au sens consentement éclairé. Je dirais, en tout cas, si on fait référence à Angleterre pour les professionnels de santé, oui, il y a bien un papier à signer qui peut s'appeler consentement et qui, par ailleurs, alors que ce soit sous forme papier ou sous forme électronique, qui aussi garantit qu'il y a une traçabilité du lot qui sera injecté à la personne. Bon, donc, on pourra y revenir plus tard, mais encore une fois, c'est un problème d'information, de communication, comme ça a été dit, et de respect de la volonté des personnes, ça c'est clair, à partir du moment où ils ont toute l'information. Et je pense que si l'information est bien proposée, pour revenir quand même à un autre sujet en EHPAD, il devrait avoir beaucoup plus peur de la polymédication et du nombre de médicaments parfois inutiles qui sont prescrits que des 30 à 100 millionièmes de milligrammes d'un vaccin qui va leur permettre très certainement, dans de nombreux de cas, d'allonger un peu la durée de vie. Christelle, sur ce sujet, vous avez quelque chose à rajouter ou on passe à une autre question? Oui, juste par rapport en effet à ces éléments, évidemment le respect du choix du patient qui est évidemment indispensable. Et pour revenir sur le sujet de l'information, en effet, pour faire son choix, pour que le patient, pour que les familles puissent faire leur choix, il est indispensable qu'elles soient informées de la manière la plus juste possible et qu'elles puissent avoir en effet accès. Et c'est évidemment tout notre travail aussi que nous réalisons avec l'ensemble de nos parties prenantes pour mettre à disposition des informations justes, des informations claires pour que ensuite, en effet, chacun puisse prendre le temps de la réflexion, puisse appréhender, comme le disait William, voilà, les bénéfices, les incertitudes, et que dans le dialogue, dans le colloque singulier, en effet, avec son professionnel de santé, il puisse y avoir cet échange, mais que ce soit évidemment un échange éclairé. Et ça, c'est un point évidemment très important, et on revient évidemment sur le sujet de la transparence, qui est indispensable. Absolument, on va y revenir. Frédéric? Oui, deux questions très importantes. Peut-être essayer d'y répondre un petit peu plus rapidement tout à chacun, s'il vous plaît. Comme ça, on peut poser le maximum de questions. La première, elle est sur une explication sur le vaccin ARN messager. D'aucuns ont peur de thérapie génique, de l'utilisation de notre génome, etc. Est-ce qu'on peut expliquer juste en un mot en quoi ça consiste? Peut-être. C'est quoi un vaccin ARN? Alors, puisque je vais le faire. Parce qu'on a des drôles de choses sur le sujet, donc ce serait bien d'éclaircir un peu. Voilà, le vaccin ARN messager, déjà en 3 mots, ou 4 mots, ce ne sont pas des OGM. Ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés. Et donc ça, c'est un point en effet qui est évidemment important. En effet, l'ARN messager, c'est un acide ribonucléique messager. C'est une molécule qu'on retrouve dans toutes les cellules. Et donc, dans la cellule, le système va permettre
la lecture de l'information qui est codée en effet dans cet ARN et qui va la convertir en protéines. Et donc, je vais être très court parce qu'en effet, sinon on n'arrive pas à aller sur d'autres questions. Et l'ARN messager ne modifie pas le génome des cellules et il ne produit pas de cellules génétiquement modifiées. Ces vaccins ne sont pas des OGM. Voilà. Autre question, si vous me le permettez. Comment, alors c'est un petit peu polémique, hein, comment être certain que la campagne de vaccination répondra d'abord à une logique de santé publique plus que de business? Et à la suite de cela, aura-t-on d'autres propositions de vaccins par d'autres laboratoires plus tard? Donc déjà le business versus… Je dirais déjà la santé publique. William, peut-être? Écoutez, oui. On voit bien que dans cette question se joue la confiance de la population vis-à-vis de nos gouvernants et la confiance de la population vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Bon. Il y a eu effectivement un certain nombre quand même d'affaires énormes qui ont ébranlé la confiance de la population, notamment vis-à-vis des firmes pharmaceutiques. J'espère que certaines nous écoutent, parce que là, le message que j'ai envie de leur dire, c'est publier vos données, comme AstraZeneca vient de le faire dans le Lancet. Publiez vos données. Bon. Parce que si on parle de transparence, la transparence commence par le fait d'être critiqué par les pairs. Bon. Donc, je voulais… le Pfizer. Pardon? Pfizer est publié? Il y avait une publication dans New England aujourd'hui de Pfizer. Ah, je ne l'ai pas vu, New England. Okay. C'est très rassurant. Ça c'est très rassurant. Pardonnez-moi, la première question était laquelle? Non, c'était sur le… Non, c'est bien. Ah oui, alors, business ou santé publique? Business. Oui, c'est ça. Et là, je parle, c'est peut-être plus facile pour moi de le dire que pour Elisabeth. Le comité technique des vaccinations, ce n'est pas une émanation des firmes pharmaceutiques. C'est un collège pluridisciplinaire qui regarde que la science. Bon. Ils prennent leurs décisions et leurs recommandations indépendamment de toute pression, que ce soit des pressions politiques ou que ce soit des pressions industrielles ou que ce soit des pressions économiques. Ils disent la science. Bon. Par conséquent, dans le processus de décision, l'étape numéro 1, c'est l'analyse de santé publique. Ensuite, écoutez, on ne peut pas à la fois souhaiter avoir des outils de prévention, les masques, le gel hydroalcoolique, des médicaments et des vaccins, et ne pas avoir une industrie du bio-vivant qui soit forte. Il faut savoir ce que l'on veut. Cette industrie qui vient de faire un effort de recherche-développement absolument énorme, avec l'aide des pouvoirs publics, avec des financements publics considérables au niveau international, il faut quand même se féliciter qu'elle existe. Qu'un an exactement après le début de cette épidémie, nous ayons une solution vaccinale. C'est un exploit scientifique, c'est un exploit industriel. Est-ce que ceci va rapporter de l'argent? Ça ne me choque pas. Si cet argent est utilisé pour la santé publique, pour sauver des vies, pour nous faire sortir du marasme économique dans lequel nous a plongé cette épidémie, ça ne me choque pas. Quand les labos font de l'argent pour des médicaments inutiles et dangereux, ça me choque, bien évidemment. Donc, on ne peut pas opposer, il ne faut pas opposer les deux. C'est normal que les laboratoires pharmaceutiques, avec les centaines de milliers de gens qui travaillent dedans, soient payés, aient un emploi et fassent des bénéfices. C'est normal. Si ces bénéfices vont à la recherche, si ça nous permet de vaincre une épidémie, où est le problème? Donc, ne faisons pas de procès d'intention. Il nous faut une industrie prospère, qui fasse l'effort de recherche-développement qui a été fait, ce qui demande d'avoir des bases scientifiques, des plateformes scientifiques extrêmement coûteuses, que sur la base de produits utiles, elles fassent des bénéfices, mais il n'y a aucun scandale à cela.
Donc ce vaccin, il n'est pas d'abord destiné à engraisser les labos, il est d'abord destiné à sauver des vies et à nous sauver du marasme économique. Qu'au passage, les labos fassent des profits, les réinvestissent pour nous permettre de vaincre la prochaine épidémie, tant mieux. Merci. Merci beaucoup, William. Je sais, Jean-Pierre, que tu veux la parole. Je voudrais juste préciser, parce que William a rappelé ce qu'était le comité technique de vaccination. Je voudrais juste préciser que nous avons deux représentants des usagers qui siègent dans ce comité technique de vaccination à la Haute Autorité de Santé sous la présidence d'Elisabeth Bouvet, ici présente. Alors, dans l'ordre, Jean-Pierre, rapidement, parce que Elisabeth, je voudrais bien qu'elle puisse prendre la parole pendant qu'on la voit. Bon, je voulais juste rajouter en 2 mots que traditionnellement, dans le secteur des vaccins, il n'y a pas de dérive insensée des prix du médicament traditionnellement. Mais que des bénéfices normaux des entreprises sont tout à fait d'accord, mais il faudrait être attentif à ce que les prix, quand ils seront distribués à grande échelle, les rendent accessibles aux pays les moins riches. C'est vrai. Elisabeth. Même mon micro, voilà. Non, mais écoutez, oui, pour ce qui est de la CTV, je pense qu'effectivement, on travaille à la fois en toute neutralité et en mettant le scientifique d'abord. Tous les membres de la CTV sont régulièrement épluchés pour ce qui est de leur déclaration d'intérêt, et on ne peut pas travailler à la CTV si on a le moindre lien d'intérêt, entre guillemets, avec l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est extrêmement important, et je peux vous assurer que c'est pas du tout un mot en l'air, parce que c'est très régulièrement, on est repris de notre déontologue, et tous les liens possibles sont, même la moindre intervention dans un congrès ou autre chose est absolument épluchée. Donc la neutralité, la transparence au niveau des membres de la CTV est absolue. Les avis qu'on sont bien évidemment des avis qui sont pas qui sont pris en fonction de données scientifiques et de l'aspect du point de vue de la santé publique avant tout. Ce sont des rapports qui sont extrêmement conséquents et qui prennent en compte toutes les données, à la fois d'efficience mais de bénéfices-risques dont on a déjà parlé, et qui demandent des travaux très très importants. Donc je pense que là il y a vraiment, on peut être rassuré là-dessus, et ces avis que rend la CTV sont des avis qui sont justement rendus librement et que peut suivre ou ne pas suivre d'ailleurs le ministère de la Santé, puisque nous ne faisons que proposer une stratégie vaccinale ou une recommandation d'utilisation d'un vaccin, et c'est après le ministère de la Santé qui décide effectivement de la stratégie de vaccination. Ce que je signale aussi, c'est important de le rappeler, peut-être au niveau de la CTV, c'est qu'on a un certain nombre d'experts qui sont importants. On a des représentants des usagers, comme vous l'avez dit, on en a 2 maintenant. On en avait un préalablement. Et on a des représentants de toutes les autres agences, qui est très important, que ce soit la NSM, ici représentée, mais aussi Santé publique France, le ministère de la Santé, et beaucoup d'autres instances, la Caisse nationale d'assurance maladie, etc. Donc tout ça, c'est très important pour avoir une vision globale et pour être, disons, dans des conditions de travail qui me paraissent tout à fait correctes, tout à fait bonnes et tout à fait neutres. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils sont publiés, ces avis? Est-ce que le public, vous avez dit, ils sont publics, ces avis sont rendus? Alors, tous les avis, tout ce qui est fait à la CTV d'abord est enregistré et disponible. C'est-à-dire que tout ce qui est discuté, tout ce qui est présenté est accessible à tout un chacun s'il veut le voir. Ensuite, quand on rend un avis, eh bien cet avis, il est en général publié sur le site de la HAS et diffusé. Si on estime que c'est un avis important, il y a toujours une conférence de presse qui explique cet avis et qui transmet tout ceci à la presse, à la fois la presse spécialisée, mais aussi la presse grand public, ce qu'on a fait sur la stratégie de vaccination. On a fait une conférence de presse la semaine dernière et on avait diffusé ça très longtemps. Donc, les avis de la HAS sont publiés et beaucoup d'avis peuvent être soumis à consultation publique.
Ça a été le cas de l'avis qu'on va rendre là, qui était concernant la campagne, l'organisation de la campagne. On a rendu un avis, il a été soumis à consultation publique, il a été modifié, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été faites et par les usagers et par les représentants des professionnels, et ceci nous a permis de modifier ce document, et il va être maintenant soumis à nouveau à la publication au niveau du site de l'HAS. Écoutez, on va surveiller cette publication. Tout le monde a bien entendu. Frédéric, tu as peut-être une autre question et on va. C'est pas une question, c'est beaucoup de questions. Une question. Doit-on se faire vacciner, devra-t-on se faire vacciner tous les ans comme la grippe? Combien de temps durera l'immunité? Et il y avait une question subsidiaire à laquelle vous n'avez pas répondu, s'il vous plaît, c'est doit-on attendre d'autres vaccins, d'autres laboratoires dans les semaines, dans les mois qui viennent? Madame Ratignier, c'est une question pour vous. Oui, alors concernant les vaccins, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Donc, on a Pfizer-BioNTech, Moderna qui probablement devrait arriver de manière rapide également courant janvier. Il y a également d'autres vaccins. Il y a le vaccin d'AstraZeneca, le vaccin Janssen, qui sont des vecteurs, donc ce sont des vaccins, donc vecteurs viraux non réplicatifs. D'autres vaccins encore, un peu plus, de manière un petit peu, plutôt vers la fin probablement du premier semestre 2021. Il y a le vaccin de Sanofi également. Donc, en effet, il y a beaucoup de vaccins. Alors juste, j'essaie de vous redonner en effet un élément. Aujourd'hui, il y a 162 candidats vaccins qui sont en essai préclinique. On a 52 candidats vaccins qui sont en études cliniques, ça au niveau mondial. Donc, vous voyez, il y a en effet beaucoup de recherches. Et je pense que d'ici la fin du premier semestre 2021 ou tout début du second semestre, on aura possiblement entre 5 et 6 possibles vaccins. Ça va devenir compliqué à gérer. Frédéric, une autre question? Oui, sur la durée potentielle de l'immunité. Des éléments. Voilà, on nous dit beaucoup que ça sera comme la grippe, qu'il faudra se revacciner tous les ans. On ne sait pas pour le moment, donc. William? D'accord. Non, on ne sait pas. Le recul qu'on a, c'est 2 mois. Voilà, c'est 2 mois. Bon. On a un petit peu plus. Des choses qu'on va apprendre en 2021. Oui. On a un tout petit peu plus de recul sur les essais de phase 1-2. Mais l'immunité dépasse très vraisemblablement 3 à 6 mois. Après, est-ce qu'il faudra se revacciner? La grippe, c'est à la fois parce que le vaccin n'est pas efficace très longtemps, mais c'est aussi parce que le virus change et qu'il y a plusieurs virus qui circulent et que le virus se modifie d'une année sur l'autre, qu'on doit revacciner chaque année. Mais il est vrai aussi que la durée de l'immunité n'est pas excellente. Mais là, on part avec des vaccins qui ont peut-être une efficacité quand même très supérieure à celle de la grippe. Donc, on ne sait pas, mais peut-être qu'on aura des bonnes surprises là aussi. Est-ce qu'il y a une disparité de résultats, c'est encore des questions de résultats, entre les personnes qui ont déjà contracté le Covid et les personnes qui sont négatives? Alors, on n'a pas, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on peut vacciner des gens qui ont fait le Covid. Il y a des essais dans lesquels on a les essais vaccinaux qui ont été faits, notamment celui de Pfizer, comportaient des personnes qui avaient fait le Covid et qui avaient des anticorps contre le Covid. Apparemment, il n'y a rien de particulier chez ces personnes. Elles ont toléré le vaccin de la même manière et il n'y a pas eu d'effet secondaire particulier. Après, la question, c'est de savoir si ces personnes doivent être vaccinées ou pas. Il y a un débat autour de ça. On sait que ce n'est pas dangereux. Néanmoins, faut-il les vacciner ou sont-ils protégés de façon naturelle? Il y a des gens qui pensent, et il y a des arguments pour penser que peut-être la vaccination pourrait renforcer et prolonger leur immunité, parce que dans la maladie naturelle, on sait que l'immunité ne dure pas longtemps. D'autres pensent que peut-être on a aussi le temps de voir avec un peu plus de recul pour savoir s'il faut les vacciner ou non. Pour l'instant, la question n'est pas absolument tranchée. Et autre question encore, pardonnez-moi, je vous assomme 2 questions parce qu'il y en a beaucoup, il y a près de 150 personnes en ligne, donc c'est un petit peu normal, pardonnez-moi. Des zones sous-dotées en professionnels de la santé et comment vont se passer les vaccinations, sachant qu'un médecin peut voir 20 ou 30 personnes par jour, le cas échéant, et comment va-t-on
vacciner toute la population? Est-ce que l'autorisation sera donnée aux infirmières, aux pharmaciens, aux sages-femmes, aux professionnels habilités? Alors là, je vais répondre aussi. C'est une vraie question. L'organisation pour la phase 1, donc on se trouvera dans des établissements. Donc là, c'est les établissements ils regroupent des personnes, donc c'est peut-être plus facile de vacciner. Dans les phases qui vont suivre, effectivement, notre souhait, je pense que il n'y a aucun problème pour que les infirmières vaccinent. D'ailleurs, ça fait partie de leurs compétences, donc il n'y a aucun problème pour que les infirmières ne procèdent à l'acte de vaccination. En général, sous la responsabilité d'un médecin, puisque cette vaccination, ce sera une prescription médicale, et donc les infirmières pourront vacciner une fois que cette prescription sera faite. Donc les infirmières, la question des pharmaciens est posée. Nous, vous verrez dans le document qu'on va publier, la Haute Autorité de Santé, on est favorable à envisager donc la possibilité que les pharmaciens puissent vacciner. Ça suppose là des modifications réglementaires parce que actuellement les pharmaciens peuvent vacciner pour la grippe, comme vous savez, mais pas d'autres vaccins que la grippe. Donc on est favorable à ça. Et je pense que d'ici, enfin tout va très vite en ce moment, donc il va falloir aussi que probablement on trouve les moyens de faire une modification réglementaire qui permettrait, dans ce cas, aux pharmaciens de vacciner. Est-ce que vous veut compléter la réponse d'Elisabeth? Non? Bon. On passe à une autre, Fred. Oui, je rappelle juste qu'il y a beaucoup de questions, donc certaines questions seront traitées en dehors du webinaire, hein, pardonnez-nous, il y en a beaucoup, donc c'est normal. Avec quel recul et quel outil pourrons-nous répertorier les effets indésirables? Et quid de la responsabilité? Comme ce n'est pas un vaccin obligatoire, on a cru comprendre que ce n'est pas l'État qui serait responsable, mais peut-être les laboratoires. C'est une vraie question. C'est deux questions, ça. D'abord, comment on fait pour faire remonter les effets indésirables? Il y a plusieurs, sans doute, circuits possibles, dont celui de la NSM. Peut-être que Christelle peut nous répondre en premier. Oui, tout à fait. Alors, donc, sur le sujet du dispositif de surveillance, parce que cela revient à cela, en fait. Le dispositif de surveillance, donc un dispositif renforcé qui est mis en place avec deux dimensions majeures. Une première dimension qui est la pharmacovigilance, donc la remontée en effet des effets indésirables, et donc on en vient à la question de la déclaration des effets indésirables. Alors il y a un seul circuit, en effet, sur la déclaration des effets indésirables, c'est notamment au travers du portail des vigilances que évidemment et que j'espère que beaucoup de personnes connectées en effet connaissent, donc avec une déclaration des effets indésirables sur le portail. Ensuite, évidemment, avec le traitement, et nous avons la chance d'avoir un maillage territorial des centres régionaux de pharmacovigilance qui sont au plus près des professionnels de santé et des patients. Et donc, ce dispositif, évidemment renforcé avec des enquêtes de pharmacovigilance qui vont être menées, avec des dispositifs aussi d'information, de communication pour bien faire connaître le système de déclaration des effets indésirables. Et ça, c'est un point, en effet, qui est majeur. Et l'organisation ad hoc au niveau des CRTV et de l'agence pour traiter l'ensemble des effets indésirables, pour suivre à la fois les effets, tous les effets qui seront déclarés, et aussi avec des focus en termes d'enquête de pharmacovigilance sur les effets inattendus ou les effets d'intérêt. Et donc ça, en effet, c'est évidemment très suivi. Ça, c'est le premier pan. Et le deuxième pan qui est indispensable, c'est la pharmacoépidémiologie. Vous le savez, nous avons, avec la CNIL, un groupement d'intérêt scientifique qui est une force publique d'épidémiologie sur l'épidémiologie des produits de santé. Et donc, nous avons aussi un outil assez exceptionnel qui est le Système national des données de santé qui a une puissance extrêmement forte puisque c'est le suivi exhaustif de toute la population française en termes de données de santé. Et donc, nous allons pouvoir suivre de manière exhaustive l'ensemble des personnes qui vont être vaccinées. Et donc, nous allons suivre leur consommation de soins, leurs caractéristiques, évidemment, leurs caractéristiques sanitaires, s'il y a plus d'hospitalisation, s'il y a plus de consommation de tels médicaments. Et donc, ce suivi, en effet, exhaustif est évidemment très précieux. Et nous allons suivre aussi les populations particulières, notamment la population des personnes qui vont être vaccinées en EHPAD, ensuite d'autres sous-populations. Et donc, nous allons pouvoir avoir ce dispositif de surveillance qui est majeur
avec une transparence. Toutes les semaines, l'ANSM mettra en ligne l'analyse des effets indésirables qui sont recueillis par les CRPV qui sont analysés, comme nous le faisons pour l'utilisation des médicaments dans le Covid. Et c'est public en effet sur notre site internet. Donc une transparence et on s'adaptera aussi en fonction s'il y a voilà, d'autres dispositifs à mettre en place ou d'autres informations, d'autres communications. Ouais. Tu as encore oublié ton micro, Claude, mais je pose la question en attendant. Intérêt de mesvaccins.net. Mesvaccins.net, est-ce un plus par rapport au système existant ou celui annoncé par la CNAM? Jean-Pierre, qu'est-ce qu'apporterait mesvaccins.net? Bon, alors, ce qu'il faut dire d'abord, Madame Ratigny a rappelé les points forts en France, c'est les CRPV, le portail de la NSM et ce qui est très important, le système national des données de santé, enfin, donc le Health Data Hub. Alors maintenant, malgré tout, au niveau international, pour suivre la vigilance, la meilleure vigilance possible, le gold standard, c'est d'avoir un registre de vaccination qui couvre toute la population et il est disponible, heureusement, dans beaucoup de pays européens. Et je pense qu'il y aura des accords internationaux qui permettront de bénéficier de ces outils de surveillance qui sont vraiment très élaborés parce que ce sont des bases spécialisées. On n'en a pas en France, malheureusement, même si c'est une recommandation européenne du CDC depuis le 2015. Alors, l'intérêt de ces registres, c'est un terme qui, curieusement, pour moi, n'apparaît pas trop dans les discours que j'ai entendus, y compris quand on parle de vaccins à l'avenir de pédiatrie, c'est l'importance d'avoir à titre personnel un carnet de vaccination bien tenu auquel on peut accéder. Et les formes modernes sont des carnets de vaccination électronique. Et si on parle de vaccins.net, le carnet de vaccination électronique auquel l'usager peut accéder est relié à un registre, malheureusement, qui n'est pas national en France, mais il a été déployé dans 5 régions et principalement avec l'appui des ARS et du URPS dans quelques régions dans Rhône-Alpes. Et il permet d'avoir accès à son carnet de vaccination électronique, ce qui est important pour l'engagement des usagers, parce que ce carnet qui peut être sur un mobile peut permettre d'avoir une meilleure remontée des effets secondaires. D'ailleurs, au passage, le CDC américain va doubler son portail de déclaration d'une application mobile qui s'appelle vSafe, qui va être également réservée à l'usager. Claude, ton micro. Est-ce que les enfants seront vaccinés? Je demandais à Elisabeth si elle voulait compléter en termes de vigilance. Non, je pense qu'on est tout à fait… moi, je veux dire, il n'y a pas de rien à ajouter. Il est évident, il me semble que vu qu'on procède à une vaccination de masse, on va d'un nombre important de personnes avec des vaccins qui sont nouveaux, ça ne veut pas dire il faut qu'il y ait une vigilance particulière, même si on n'a pas de crainte particulière, mais il faut absolument qu'il y ait une vigilance particulière. Pour ce qui est des enfants, pour l'instant, les essais n'ont pas été faits chez les enfants, ce qui fait que bon là je parle sous contrôle, mais il ne pourra pas y avoir dans un premier temps d'autorisation de mise sur le marché chez les enfants, puisque les enfants n'ont pas été concernés par les essais, par les premiers essais. Ça viendra probablement ultérieurement. Et ça pose quelques questions chez les enfants qui auraient des indications très particulières. Il y en a pour des maladies qui les rendent plus fragiles au Covid. Et donc, on va essayer de traiter cette question. Mais pour l'instant, les AMM ne seront certainement pas, en tout cas pour les premiers vaccins, chez les enfants. Fred, peut-être il faut envisager… là, je ne sais pas, oui, le temps tourne vite. Hein. On n'a pas vu passer l'heure. Une ou deux questions. On approche tout doucement. Une ou deux questions. Et je vous demanderai à chacun aussi un mot, un message essentiel que vous avez envie de laisser. Vas-y, pose les 2 dernières questions peut-être. On a une petite précision technique. Celles et ceux qui voudront voir le replay, ce sera en ligne sur le site de France Association Santé, puisque c'est posé. Oui, évidemment, le sujet de ce soir, c'était les vaccins, mais a-t-on laissé tomber pour autant les traitements, les pistes de traitement versus vaccins? Peut-être Christelle, Oui. est-ce qu'on peut arriver là dans les AMM? Il y a des choses en perspective? Alors non, évidemment, rien n'est laissé tomber. Il y a toujours en effet des demandes et des essais cliniques sur différentes thérapeutiques. Vous l'avez vu, il y a une recommandation sur la dexaméthasone, donc les corticoïdes, en effet qui a été adoptée. Il y a aussi des essais sur des anticorps monoclonaux
donc qui sont réalisées. À ce jour, donc, hormis la dexaméthasone, on ne voit pas à ce stade de médicaments particulièrement qui émergent sur la prise en charge, mais en effet, les choses continuent en effet en termes de développement et de recherche clinique sur les médicaments. Et toi, Jean-Pierre, toi qui es à la commission de transparence, est-ce que vous avez des dossiers dans les tuyaux? Non, pas à ma connaissance. Je confirme tout à fait ce qu'a dit Christelle. Malheureusement d'ailleurs, mais peut-être ils vont arriver. En fait, il y a beaucoup de recherches cliniques encore en cours sur des médicaments, notamment des médicaments préventifs, par exemple, qu'on se mettrait dans le nez et qui empêcheraient au virus de se brancher sur les cellules nasales ou voire pulmonaires. Ouais. Oui, bah moi je vais vous dire qu'à chaque fois que je sors, quand je rentre chez moi, je mets mes petites gouttes dans mes narines. Je pense que voilà, tout est bon pour essayer de faire barrage. William, vraiment les deux dernières questions. Une question sur le passeport sanitaire. Est-ce que c'est pas une forme détournée de vaccination obligatoire? Le quoi? Le passeport sanitaire. Si on veut voyager, être obligé d'être vacciné. Oui. C'est pas obligatoire, mais si on est obligé de voyager, cette question elle est posée même au-delà et pas seulement dans les avions. Il y a une réflexion sur les passeports immunitaires, je confirme, dans beaucoup de pays. Je sais pas, peut-être que Elisabeth nous entend toujours et pourrait répondre. Moi, j'ai entendu que dans les entreprises, ils ont déjà été prévenus de prévoir et qu'éventuellement, ils auraient besoin de vaccins pour reprendre leurs activités à l'étranger et qu'ils seraient dans ce cas-là peut-être dans des en priorité pour recevoir le vaccin. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Elisabeth, vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Je peux vous dire que, enfin, pour nous à la CTV, on n'a pas abordé cette question. Ce qui est important, c'est qu'il y aura quand même, on souhaite qu'il y ait un certificat de vaccination. Donc, les gens qui auront été vaccinés auront un document qui attestera qu'ils ont été vaccinés. Après, l'utilisation qui peut en être faite n'a pas été particulièrement étudiée de notre point de vue. Voilà. Dernière question. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont le demander, quoi. Ben voilà, c'est possible, hein, mais je ne sais pas. Vraiment, toute dernière question, si vous le permettez, c'est une question qui est revenue, que j'avais posée au tout début. C'est ce coup de la vaccination pour les personnes fragiles, d'accord, mais immunodéprimées. Qui peut répondre rapidement? Ben, il y a des immunodéprimés dans les essais. Il faut qu'on ait des données plus précises sur les résultats sur ces personnes immunodéprimées, parce qu'en plus, quand on dit immunodéprimé, il y a beaucoup de sortes d'immunodépression, et il y a des immunodépressions qui effectivement peuvent toucher la capacité à répondre à un vaccin, et d'autres qui l'affectent assez peu. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, et on ne connaît pas surtout les données d'efficacité avec les vaccins qui sont pour l'instant à l'étude, enfin pas à l'étude, mais dont on va avoir les AMM. On n'a pas de données, nous, pour l'instant, parce que les dossiers sont en train d'être constitués et des informations complémentaires sont regardées sur les données qui ont des essais, et on espère avoir des informations plus précises qui nous permettront d'avoir des recommandations plus précises dans ces populations. Juste peut-être pour compléter sur ce dernier point, en effet, comme le disait en effet Elisabeth, les choses sont encore en cours de modélisation et de constitution, et je rappelais tout à l'heure que on est sur une autorisation conditionnelle. Il y a d'autres études qui sont en cours, d'autres études qui vont être mobilisées, et donc c'est l'acquisition de connaissances qui va arriver au fur et à mesure, et possiblement en effet sur ces populations particulières, et donc peut-être que au départ, il n'y aurait pas assez de données pour avoir une recommandation ou avoir une utilisation, mais au fur et à mesure et avec l'arrivée de nouvelles données et les résultats de nouveaux essais, cela pourrait évoluer. Donc forcément, il y aura aussi des utilisations qui vont être évolutives. Jean-Pierre? Oui, je voulais juste rajouter, puisqu'on parle de mesvaccins.net, il y a un système d'aide à la décision qui est intégré dans Vaccin Info Service, qui est le site de Santé publique France. Et c'est très intéressant parce qu'en tant qu'usager, on peut y aller et on peut remplir un questionnaire, et il y aura des recommandations en fonction de ces caractéristiques et par exemple des pathologies qu'on peut présenter. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de règles
que quelquefois les médecins ne connaissent pas obligatoirement s'ils n'utilisent pas mesvaccins.net, mais il y en a quand même 20 000 qui l'utilisent pour savoir qui vacciner selon quelles conditions, à quel moment, parce qu'il y a des questions qui sont posées aussi, c'est à quel moment, si je dois me faire vacciner contre la grippe, combien de temps il faut que j'attende avant de me faire vacciner contre le Covid, par exemple. Mais il y a bien d'autres questions qui sont intégrées dans ce module d'aide à la décision, qui peut être utilisé indépendamment du carnet de vaccination électronique, qui est plutôt réservé aux médecins. Mais encore une fois, même à titre personnel, pour ceux qui ont des pathologies, si vous allez sur le site de Santé publique France, vous verrez, vous serez guidé bon, il y a aussi le choix du vaccin qui peut intervenir pour les vaccins sur lesquels on a le recul. On n'en a peut-être pas encore sur les vaccins Covid. Je vais juste dire sur l'immunodéprimé, à ma connaissance, ça vient des préventions qu'il y avait pour les vaccins qui utilisaient des virus atténués, hein, puisque dans le passé, il y a eu le virus, il commence à revivre malheureusement chez la personne immunodéprimée. Effectivement, il n'y a pas de recul avec les nouvelles plateforme vaccinale ARN où on aurait a priori pas cet inconvénient, même s'ils ont l'air d'être très immunogènes en fait. Je pense qu'il faut compléter, Jean-Pierre, que mesvaccins.net, c'est gratuit pour les particuliers. Ils peuvent télécharger, utiliser leur carnet de vaccination parce que très souvent on perd cet historique de l'histoire de la vaccination de chacun et surtout quand on voyage beaucoup à l'étranger, on en a besoin et que c'est totalement gratuit d'accès pour les particuliers. Voilà, je pense que nous devons rendre l'antenne normalement à 18h. On va déborder notre temps. Je vais vous demander à chacun de vous dire quel est le message maintenant que chacun devrait garder. Vous avez vu un peu le panel de questions qui sont posées et les préoccupations de ceux qui sont connectés. Je vois nous sommes encore très nombreux. Bon, alors qu'est-ce qui commence, Elisabeth? Quel est le message que vous laisseriez à nos connectés? Écoutez, le message, c'est un message d'espoir et un message d'abord de se revoir, parce que je pense que là, on va entamer quelque chose. Je pense et je crois, enfin, je me lance un peu, mais que cet espoir est l'espoir de beaucoup et qu'il devrait être, enfin, j'espère qu'il sera confirmé. Mais en tout cas, il faudra que petit à petit, comme vous l'avez vu, on est au début de cette aventure du vaccin Covid. Et je crois qu'il faudra qu'on revienne pour la suite, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses dans les mois qui vont venir sur ces vaccins, leur efficacité et l'évolution de l'épidémie. Donc, beaucoup de choses encore à apprendre, mais en tout cas, là maintenant, je pense qu'il faut commencer. Christelle? Oui, merci. Alors, je dirais évidemment aussi un message d'espoir. On va relever le défi, en effet, on le relèvera tous ensemble. Donc ça, c'est un point qui est majeur. Les patients, le public, évidemment, les professionnels de santé, les autorités, et c'est tous ensemble, en effet, que nous arrivons à relever ce défi. Un troisième point, le vaccin est un outil supplémentaire, c'est une corde supplémentaire à notre arc, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas en effet l'outil miracle. Et donc, en effet, les gestes barrières, la distanciation, les masques, le lavage des mains est tout aussi indispensable. Donc ça, c'est important. Et enfin, pour bien décider, individuellement et collectivement, il faut être bien informé. Et donc, il faut que tout soit transparent pour qu'ensemble, on puisse relever le défi. Et puis, à très bientôt lors d'un prochain webinaire, j'imagine, comme le disait Elisabeth, parce que chaque jour nous apporte en effet son lot, évidemment, de nouvelles informations. Et donc, on peut continuer à avancer sur le chemin de la connaissance. Et je remercie France Asso Santé pour la mise en place de ce webinaire. Merci beaucoup. William, le professeur de santé publique, a peut-être un message pour cette fin d'année qui s'approche. D'abord, France Association Santé vient de montrer qu'on peut débattre sereinement de questions difficiles. Le gouvernement ferait bien de s'en inspirer et de multiplier les lieux de débat de ce type et de vous écouter aussi. Le principal message pour moi, pour ceux qui nous écoutent, c'est ne tombez pas dans le piège d'être pour ou contre le vaccin. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison d'être pour, il n'y a pas de raison d'être contre. Nous avons de sérieux arguments de penser que ce vaccin va rendre service. Il est logique de maintenant se lancer dans cette aventure, mais c'est une aventure.
c'est pas un dogme, c'est un pari qui mérite d'être pris. Et c'est pas un dogme, il faudra peut-être faire marche arrière. Ben, c'est comme ça. Pour l'hydroxychloroquine, on a fait marche arrière. Pour les intubations des malades en réanimation, en partie, on a fait marche arrière. On n'arrête pas d'apprendre. Et donc, être aveuglément pour la vaccination est une erreur, dans le cas présent. Et être aveuglément contre et dogmatiquement contre est une erreur. Donc, chacun, avec votre aide, doit s'informer, doit débattre, doit discuter avec ses médecins et éviter de prendre des positions tranchées et péremptoires, parce que ça peut peut-être coûter des vies. Merci beaucoup, William. Jean-Pierre? Non, alors c'est encore plus difficile que la première fois de quelque chose. Moi, je dirais, je partage ce qui a été dit, mais je me disais, je tiens compte quand même du niveau d'hésitation vaccinale en France, hein, et notamment de la peur des effets secondaires, dont je dirais, pour dire ce qu'a dit Christelle, c'est une aventure collective, mais il faut qu'on soit bien sûr, qu'on soit tous convaincus que l'ensemble des efforts sont faits pour mettre un dispositif transparent qui va rassurer à tous les niveaux. Ça veut dire de l'injection jusqu'à la vigilance, jusqu'au suivi, et qui va miser sur l'implication des usagers et la démocratie sanitaire. C'est très important, y compris dans les outils qui seront développés. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on va finir dans le timing qui est très bon. J'ai bien retenu la proposition d'Elisabeth qui est de se revoir et j'espère que vous êtes tous prêts à lever la main pour que l'on se revoie l'année prochaine, tous ensemble et qu'on recommence parce que ça a vraiment été, je trouve, très complet tout ce que vous nous avez donné. Et je rappelle que ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, le replay sera mis en ligne sur le site de France SO Santé et je crois qu'il va aller sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à tous nos experts. Merci aux connectés. Et tous ensemble, passons quand même les meilleures fêtes possibles, dans les meilleures conditions possibles pour se protéger et protéger les autres et notre entourage et tout le monde. Fred, tu as un petit mot à dire? Oui, merci. Merci beaucoup à tous. Faites attention à vous. C'était formidable. Vraiment, c'était un très, très beau webinaire. Et les connectés sont encore là, très nombreux. À bientôt. Merci. À l'année prochaine à tous. Au revoir. Au revoir.